Salut à tous et bienvenue sur Casa. À Milan, l'équipe d'Italie vient de se qualifier pour l'Euro 2024 après son match nul 0-0 en Ukraine. Comme toujours, ça s'est joué sur le fil du rasoir, mais c'est factuel, la Nazionale jouera l'Euro malgré un penalty injustement refusé à l'Ukraine dans les arrêts de jeu. Et j'accueille aujourd'hui les soulagés Roland et Gali. Salut à vous. Salut. Salut. Alors j'imagine que Roland a dû pester et tempêter devant son téléviseur ce soir. Oh bah c'était une longue soirée quand j'ai vu le match l'autre soir contre la Macédoine, je me suis dit bon, la première partie est faite, la deuxième partie on devrait pouvoir y arriver à ne mettre ne serait-ce qu'un but. Ben on n'a pas été capable. J'ai pas encore vu le détail des stats, mais ça a été encore un match assez classique de l'équipe d'Italie dans la mesure où, enfin, classique de l'équipe d'Italie depuis Mancini, on va dire, beaucoup de possession, mais cette faculté à ne pas concrétiser qui a été effrayante encore ce soir. Donc, bah, beaucoup de tensions, quand même quelques occasions pour l'Ukraine, puisque rien que les trois premiers tirs du match sont ukrainiens et les trois sont cadrés. Donc, je pense que c'est assez démonstratif du niveau et de l'enjeu. Et derrière, ben voilà, cette faculté à ne pas marquer, à se faire peur, et plus le temps passe, plus jusqu'à la mi-temps ça va, au retour des vestiaires, bah, plus le temps passait, plus on reculait. Donc bah, forcément, dans son canapé, je pense qu'on serre tous un peu les fesses, et puis on attend que ça se passe. Au point de sortir Euh, Politano qui était déjà entré en jeu pour faire rentrer Darmian. Ah oui, oui, et puis les changements n'ont absolument pas influencé quoi que ce soit. Donc bon, l'essentiel est dans la qualif, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé une victoire ce soir pour dire bon bah voilà, on se qualifie en tant que deuxième du groupe. Pas égalité avec le troisième qui est barragiste. Bon, bah, finalement, on passe en étant deuxième à égalité avec le troisième qui finit donc barragiste. Mais au moins, on passe. Et au vu des dernières années, bah, disons on va prendre ça et on va se contenter de ça, je pense. Et l'Italie défendra son titre, alors je ne sais pas avec quelles ambitions, maintenant on se demandera, on fera une émission spéciale bien sûr avant l'Euro, si la nationale est aussi forte, moins forte ou plus forte que celle de 2020. Mais là n'est pas le débat, Gali. Je vais rappeler les occasions dans quelques instants, mais je vais d'abord te demander si tu avais anticipé, pendant ou avant le match, une issue à la Macédoine du Nord. Ah oui, moi en fait c'était la première mi-temps comme contre la Macédoine du Nord. Pour moi en fait ce genre de match quand tu arrives, c'est le scénario il est écrit. Bon là je me suis trompé, mais quand en première mi-temps tu domines outrageusement, que tu as quand même quelques occasions assez franches et que tu n'arrives pas à les mettre au fond. D'ailleurs ça a commencé avec Chiesa dès les premières minutes. Sixième minute, il fait Euh, une demi-volée au-dessus de la barre, ouais. voilà. Et là, j'ai commencé à voir les vieux démons. Je me suis dit, c'est pas possible. Après, Fratesi qui rate son duel. Et là, tu te dis, en première mi-temps à 0-0, je sentais un scénario un peu à la Macédoine. Je me suis pas trop trompé finalement, parce que si on parlera de ce penalty raté, mais regardez, à la 92e minute, le scénario il pouvait vite être écrit comme je l'avais envisagé, c'est-à-dire une équipe italienne qui, on en reparlera, mais qui a sa place à l'Euro et qui avait sa place au Mondial également, parce que on va pas me faire croire que l'Italie est moins forte que l'Ukraine. Quand on connaît un minimum le football, on voit ce soir qu'il y a plus de qualité côté italien. C'est évident. Mais le foot aujourd'hui, le foot moderne, ben, c'est pas que la qualité technique, c'est pas que la conservation, c'est pas que la possession, c'est autre chose. Et aujourd'hui, ce petit autre chose, ben, on se rend compte que depuis quelques temps maintenant, on l'a pas. On patauge devant le but, on n'arrive pas à être efficace, malgré tout quelques bonnes phases de jeu, beaucoup d'occasions. Je pense que ça, je pense que Spalletti a beaucoup de boulot à se mettre sous la dent, parce que une équipe qui n'est pas efficace aujourd'hui dans le foot moderne, ça peut pas coller. On n'arrivera pas à faire des 0-0 comme ça à l'Euro. Il va falloir trouver la bonne formule à un moment donné. Je crois que ça fait 2 ans que ça dure, ce genre de match, ce genre de scénario, ce genre de stress. Finalement, on n'a pas avancé. On n'a pas avancé par rapport à la Macédoine du Nord. Pour moi, on n'a pas avancé, puisque c'est exactement le même type de scénario. Tu vendanges, tu es maladroit, voilà, c'est très stressant d'être supporter de l'Italie depuis un certain moment. Très, très stressant. Ouais, alors moi ce qui m'a marqué, c'est le manque de sérénité défensive. Alors je veux bien
que l'enjeu est terroriser nos défenseurs, mais c'est vrai qu'on se fait peur à chaque fois et il a fallu un bon Donnarumma face à Soudakov à la 16e et face à Mudryk à la 65e. Alors c'est vrai que l'Italie a été beaucoup plus dangereuse sur l'ensemble du match. Il y a cette demi-volée de Chiesa au-dessus à la 6e, tu le rappelais Gali. Il y a une très bonne frappe de Barella sortie par le gardien à la 16e, une tête de Di Lorenzo à côté à la 29e. Il y a Chiesa qui a été omniprésent ce soir, qui a été le seul joueur italien à être digne de son niveau finalement, parce que c'est encore lui qui délivre une passe laser à Frattesi qui vendange face au gardien à la 29e. Encore une grosse action, 3 minutes plus tard, Chiesa qui centre en retrait, mais Raspadori manque le ballon devant le but vide. Mais deuxième mi-temps, on n'a pas vraiment d'occasion italienne. Alors je vais demander à Roland, avant qu'on en vienne au penalty, peut-être de parler un peu plus des statistiques, puisque je crois que tu les as sous les yeux. Ouais, effectivement, et ça confirme déjà rien que sur la possession, donc c'est 59-41, sachant que 59 pour l'Italie, bien sûr, sachant qu'à 10 minutes de la fin, c'était encore 2 tiers, 1 tiers, je crois. Les centres, 21 pour l'Italie, 11 pour l'Ukraine. Les arrêts, 4 pour l'Italie, 2 pour l'Ukraine. Les tirs, 17 tirs pour l'Italie, 7 pour l'Ukraine. Et les tirs cadrés, 2 pour l'Italie et 4 pour l'Ukraine. Voilà, Oh là c'est là, quand même effrayant. c'est hallucinant. Clairement, non, non, mais c'est 21 c'est centres, toute la 17 nouvelle tirs. Italie, mais c'est la nouvelle donne. Il fut un temps, on avait une Italie cynique qui était capable déjà de tenir le score, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, même si ça s'est bien produit vu que la VAR nous a favorisé sur le penalty, et qui était capable de contrer, de mettre un but à la dernière minute dans le dos de l'adversaire. Et puis là, c'est l'inverse finalement, parce on tient le ballon effectivement, et puis on n'est pas efficace devant. Et dans les 30 derniers mètres, il manque un tueur qu'on n'a pas, qu'on n'a plus, et qu'il va falloir trouver d'ici l'Euro. Mais Roland, on pourra rentrer peut-être plus en détail sur ces considérations. Peut-être as-tu quelques arguments à nous donner pour justifier l'attitude de la VAR qui n'est pas intervenue sur ce penalty dans les arrêts de jeu. On n'a pas compris, puisqu'il lui prend clairement le pied, le défenseur italien. Alors, c'est vrai, et d'autant plus pendant tout le match, j'ai trouvé que l'arbitre était plutôt du genre à laisser jouer, ce qui est, je trouve, pas désagréable. Enfin, c'est un style d'arbitrage qui me convient. Mais c'est vrai que sur le penalty, enfin, sur cette fameuse action, je pense que logiquement, il peut y avoir penalty. La seule excuse que je trouve, c'est que sur l'action, effectivement, le joueur ukrainien envoie la balle à 5-6 mètres, enfin, hors de contrôle, même s'il était resté debout. Donc, c'est la seule circonstance atténuante que j'ai pu trouver pour expliquer qu'il n'y avait pas penalty. Ben voilà, je veux pas jouer les complotistes, mais je sais que de nombreux dirigeants du football européen ont dit que ce serait grave si l'Italie n'était pas à l'Euro. Alors évidemment, je vais pas faire des plans sur la comète, mais Gali, qu'as-tu pensé de cette action? Et Roland, tu prends la parole après, bien sûr. Mais d'abord, je vais avoir l'avis de Gali sur ce penalty. Moi, Pourquoi la VAR n'est-elle pas intervenue d'après toi? non, voilà, pour moi, déjà, très important, moi, quand j'ai vu ça, c'était penalty, on rentre à la barrage direct. Et si elle n'est pas intervenue, je rejoins Roland, oui, la seule explication, c'est ça. Voilà, il n'y a pas d'autre explication, parce que l'arbitre l'a vu. Voilà, la seule explication, c'est de considérer que l'Ukrainien, en fait, il a surjoué sur la faute, puisqu'il avait perdu la balle. C'est quoi? Il ne pouvait pas avoir la fin de son contrôle. Mais Son c'est même contrôle pas était trop long. revisionné, quoi. Moi, c'est ça que je veux dire. Ouais, Théoriquement, avec les moyens modernes, moi, je suis je pense contre la que VAR, hein. Personnellement, je après, considère ça que la arrive VAR, hein, ça doit être que banni. Mais là, c'est ça surprenant. arrive. Ouais, mais ça arrive, je crois, non, que quand l'arbitre il est clair dans sa décision, ils font pas intervenir la VAR. Peut-être que Ouais, ouais, l'arbitre ouais, ouais. il était sûr de lui, parce qu'il était proche de l'action, l'arbitre. Ouais. Donc il est possible. La seule explication qui tiendrait la route, c'est ça. Après la deuxième explication, c'est un peu, ça rejoint un peu ce que tu dis toi. C'est-à-dire que là, on est à la 92e, je crois. Ouais. C'est l'Italie en face. L'arbitre, t'imagines la pression sur les épaules là? Compliqué là. Bah, il va falloir expliquer tout ça aux Ukrainiens, quoi. Ouais, parce que là, le truc, c'est que tu siffles pénal. En fait, on s'en rend pas compte, mais là, c'est compliqué pour l'arbitre peut-être Bah, c'est de son job, siffler hein. penalty. Ouais, je sais, mais Nous, ça comme nous arrange, hein, mais tu... enfin, on est obligé d'être un Ouais. minimum objectif. Il y avait Non, penalty, il n'y a pas de objectivement, il y débat. avait Si jamais penalty. c'est contre nous, enfin, je veux dire, si jamais il y a un penalty qui doit être sifflé en faveur de l'Italie et qui n'est Ah non, pas mais sifflé. là, Ah oui, ah, ah mais... oui. ah non, Là, mais on là, hurle, on hurle. ah oui, non, mais il y a penalty. Moi, voilà, tout le monde l'a vu qu'il y avait penalty. Hein. De toute façon, ça c'est clair. Mais maintenant, savoir pourquoi il a pas sifflé, ça va être compliqué à. Voilà, on va dire que la réponse technique, celle de Roland, c'est totalement ça en fait. Et la réponse un peu plus obscure serait que l'arbitre eût été sous pression, on va dire. Voilà, sous pression du résultat et parce que c'est l'Italie en face, parce qu'il y avait la 92e et voilà.
Alors chose promise, chose due, je rends la parole à Roland pour qu'il poursuive ce qu'il était sur le point de dire. Et puis Roland, question subsidiaire, les meilleurs joueurs étaient-ils titularisés ce soir? Alors sur l'action du penalty par rapport au fait d'aller voir la vidéo ou pas, même si l'arbitre de terrain ne le voit pas, il y a les arbitres de vidéo qui eux regardent. Et la règle étant que si pour eux ils estiment en regardant les images qu'il n'y a pas faute, ils disent à leurs collègues sur le terrain, bah écoute, le jeu se poursuit et on n'a aucun doute sur notre décision, ne vient pas contrôler. L'arbitre va voir lui-même à la vidéo que quand ses collègues à la vidéo lui disent, écoute, on n'est pas sûr, donne-nous ton avis. Donc, à mon avis, ça veut dire que les mecs à la vidéo se sont dit, bon, bah, il n'y a pas faute, et admettons, donc lui, bon, lui, après, il est sur le terrain, et puis il laisse le jeu se poursuivre. Sur les aspects un peu plus, on va dire, politiques, je suis pas forcément convaincu que l'Italie soit spécialement protégée, surtout quand on voit l'adversaire, et sans rentrer dans des considérations purement géopolitiques, etc. Je suis pas sûr que l'UEFA veuille à tout prix sortir l'Ukraine et en ce moment, enfin ça fait quelques mois maintenant que l'Europe occidentale est très pro-Ukraine sur plein d'aspects, donc je pense pas qu'il y ait eu un favoritisme à l'Italie par rapport à l'Ukraine ou Je dans l'autre sens n'affirmais en rien, tout cas. hein, soyons clairs. J'étais juste, voilà, c'est que voilà, il y a un parfum, Oui, bien quoi. sûr. Hein. Depuis quelque temps, on dit il faut que l'Italie soit à l'euro, il faut que l'Italie soit à l'euro. Bon, évidemment, jamais je me permettrais d'émettre la moindre hypothèse dans ce sens-là, mais c'est vrai que, comment dire, ça peut nous traverser l'esprit quand on regarde ce qui s'est Ouais, passé. On a vu dans le foot des choses assez scandaleuses parfois, même si on va dire que là, évidemment, ça ne peut pas être le cas. Et alors la question, les sur meilleurs l'équipe. étaient-ils sur le terrain? Es-tu fan de Zaniolo sur le côté droit par exemple? Son état de forme justifiait-il sa titularisation? Je ne sais pas. Ah non, mais là je suis bien d'accord avec toi sur Zaniolo qui en plus n'a rien montré pendant le match. Mais après, bon, quelles sont les autres solutions? Ah oui. Politano qui est voilà probablement meilleur que Zaniolo en ce moment. Moi je l'aime bien Mais Politano, je le défendrai toujours ce joueur, mais je sais que mon avis n'est pas partagé par tous. non, mais je suis relativement aligné avec toi et moi je pense que c'est un joueur qui aurait fait du bien à Milan ces dernières années. Mais pour rester sur la nationale, je pense que bon, Politano c'est peut-être mieux que Zaniolo, mais c'est un peu, j'allais dire la peste et le choléra, c'est pas forcément le terme, mais Bah, c'est enfin pas j'ai l'impression d'être Castillero, entre. Messias, quand même, bon. Non, bien sûr, mais c'est un choix qui est compliqué à faire parce que il n'y en a pas forcément un qui est excessivement meilleur que l'autre. Ouais. Moi, je suis surtout assez déçu du niveau de certains en national. Et par exemple, Barella, qui est absolument phénoménal à l'Inter, je l'ai Mm. jamais vu jouer à ce niveau-là en équipe d'Italie. Et ces deux derniers matchs-là semblent confirmer cette tendance. Fratesi, pareil. Il est même pas titulaire à Euh, l'Inter, Fratesi. Il a pas beaucoup de temps de jeu, hein. donc, enfin, je suis toujours déçu de l'apport de ces joueurs-là. Ouais. Et puis, bah, le fait est que devant. Le fait est que devant, à part le poste de Chiesa qui est indiscutable et inamovible, il n'y a pas d'attaquant de pote et il n'y a pas d'ailier droit. Donc ça, c'est les mêmes problèmes depuis 2, 3, 4, 5 ans. Mm. Donc je suis pas vraiment surpris et en fait, on va dire que c'est la force de l'habitude. Donc Et Berardi, c'est il peut-être était pas les blessé? meilleurs. Non mais il a déçu au dernier match, Berardi, il a été très 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 Ah, décevant. d'accord. Ça a été la pire note Oui, je crois à la Gazette. et puis Berardi, moi je me souviens de son plat du pied contre la Macédoine du Nord. Alors est-ce qu'on a envie de revoir une action pareille dans un match coup près? J'ai rien contre lui spécialement et c'est un excellent joueur de Serie A, mais Ouais. cette image-là me hante encore et à mon avis, elle doit encore lui trotter dans le coin de la tête. Mais Gali, on va pas faire de détails sur les individualités. Je veux dire, d'habitude on fait 4 séances, tu sais, le meilleur joueur, Ouais, ouais. etc. Là, je vais simplement te demander quels sont les joueurs comme ça dont tu as envie de parler. En dehors de Bah, Chiesa, un Italien et Donnarumma peut-être, un Italien t'a-t-il satisfait? Puis qui t'a déçu particulièrement? non, moi, ce qui m'a déçu le plus, c'est deux joueurs, c'est Zaniolo. Alors Zaniolo, moi, c'est ma petite histoire avec Zaniolo, c'est que, alors je le vois très peu jouer, mais j'ai toujours pensé, à tort, que ce mec-là serait le futur de la nationale avec Chiesa. J'avais toujours rêvé voir Zaniolo à droite et Chiesa à gauche. Je Mais pensais que c'était le, moi aussi, voilà. mais le problème Et c'est qu'il convainc là, pas. il convient pas. Et ça va être notre. Aujourd'hui, si on en est là, ou un petit peu, si la situation
dans laquelle on est offensivement, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est aussi par rapport à ses déceptions, la déception de la blessure de Chiesa, qui l'a éloigné des terrains longtemps, la déception Zaniolo. Voilà, tout ça fait que aujourd'hui, ben, moi, l'équipe d'Italie, si tu m'avais dit ça il y a 2 ans, je la voyais pas à ce niveau-là, notamment à cause de ces deux pions-là. Voilà, ils sont pas les seuls. Je ne vais pas tous les énumérer, ceux qui m'ont déçu, mais voilà, l'absence de Chiesa qu'on a eu pendant un an, et malheureusement le niveau de Zaniolo, où je pensais qu'on tenait une pépite, et encore une fois, ce soir, je me rends compte que c'est pas le cas. Après, il est encore jeune, Alors, hein, mais c'est vrai que. Après, il y a son ouais, mais mental aussi qui joue, parce qu'il est pas très sérieux, je crois, hein. voilà, il n'est pas sérieux, et puis je pense que là, on est en train de se perdre avec ce joueur. Bon, j'espère me tromper. Pour revenir, l'autre déception que j'ai eue à moindre mesure, mais je m'attendais à plus, c'est Fratesi au milieu de terrain. Mm. Je vais pas parler de Barella, je parle parce que Barella, ça fait longtemps qu'il me déçoit en sélection, mais Fratesi, pourquoi déception? Parce que même s'il n'est pas titulaire à l'Inter de Milan, je pensais que offensivement, ce jour-là aurait pu nous apporter quelque chose. Comme ses dernières sorties avec l'Italie, je pense qu'il a marqué quand même quelques buts. Parce qu'offensivement, c'est le type de joueur qui se projette et Ah ouais. qui peut rentrer entre les lignes et qui percute et qui peut apporter un danger à un moment donné ou à un autre. Un milieu de terrain un peu relayeur qui va t'apporter ce petit truc que malheureusement tes attaquants t'apportent pas. Il a failli le faire. Bah, sur la passe de Il a Chiesa, il raté. peut marquer le but décisif, Voilà, hein. c'est ça. S'il pique Et son ballon, c'est dedans, hein. exactement. Donc c'est ma petite déception offensivement, Fratesi, parce que il a le côté, la naïveté de la jeunesse. Je sais pas si tu vois le côté un peu foufou. Bah, je Ah mais pensais le c'est un voir. sacré box-to-box, hein. Il a un vrai talent de Ouais. percussion et c'est quelqu'un qui peut dynamiter une défense un peu comme Politano à un autre poste. C'est des joueurs qui ont de la vivacité, qui sont assez Mm. imprévisibles lorsqu'ils sont en pleine possession de leurs moyens. Mais après il y a l'enjeu, comment dire, psychologique. Enfin, il y a quand même ce genre de match, il faut les gérer, hein. Faut être fort mentalement et pour un type qui est même pas titulaire dans son club, qui débarque comme ça en sélection à jouer un match au coup près, la qualification quand même se joue ce soir. C'est vrai ça fait lourd sur les épaules quoi. Et autre chose aussi que je tiens à souligner ce soir qui m'a. Alors, encore une fois, je regarde peut-être moins les matchs qu'avant, etc. Donc, mais il y a un truc qui m'a un peu dérangé ce soir, c'est Di Marco. Euh, Qui est pourtant le- excellent cette année, hein. Alors, non, mais juste techniquement, je déteste, j'aime pas du tout la position, je sais plus comment on appelle ça dans le foot demi-centre. En fait, il joue pas du tout latéral gauche. Il joue, comment dire, je sais pas, vous avez vu son positionnement? Il joue à la droite de Chiesa en fait. C'est-à-dire que Di Marco, il a le poste d'un milieu relayeur excentré gauche. On Ouais, en a vu beaucoup comme ça par le passé, hein, tu sais. Grosso mais était c'est comme même ça, pas hein. Non, 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 parce que Grosso, il mangeait la ligne. Ah d'accord, tu Là, veux dire qu'il se recentre trop, eh il oui, replie Di trop vers Marco, l'axe, ok. c'est c'est un peu la mode de certains latérales dans le foot Latéraux. moderne. Et là, on voit que c'est pas du tout efficace. Moi, je préfère les latéraux, surtout avec la qualité qu'il a, Di Marco. C'est vraiment De de jouer déborder. dans la profondeur Hmm. sur sa ligne, en fait. Et là, on a vu que c'était pas efficace parce que moi, j'ai pas du tout aimé ça. Parce que Chiesa, du coup, bouffait la ligne. Lui, il était carrément milieu gauche, mais axial. Et puis Chiesa Euh, défendait même, il a fait quelques retours défensifs et oui. intéressants, hein. Mais Di Marco, du coup, il a très peu débordé. Il Hmm. n'était pas en position de déborder Di Marco, alors que c'est sa qualité première. Et là, il était en position pour moi de milieu gauche en fait, milieu relayeur gauche, mais même plus défenseur gauche ou latéral gauche en fait. Ça Après, m'a un si on peu. retrouvait le Spinazzola du début de l'Euro 2020, la question serait résolue, mais pour l'instant c'est difficile de faire sauter Di Marco de ce 11 titulaire, hein. Il est vraiment Non, impressionnant ouais, avec son c'est clair. club. Mais ça, Ouais, c'est des consignes du coach, ça, hein. ouais, ouais. Quand un latéral joue comme ça, moi je pense que Di Marco, avec les qualités qu'il a, on peut le faire jouer vraiment latéral gauche et c'est à lui de prendre la profondeur et de combiner avec Chiesa pour qu'il déborde et centre. Tandis que là, dans cette position-là, ça se fait de plus en plus dans le football moderne. Moi, je suis pas du tout fan parce que je trouve que c'est inefficace pour ce type de joueurs-là parce qu'ils n'ont pas cette qualité de. En fait, c'est des joueurs. Di Marco, c'est comme Spinazzola, c'est comme un vrai latéral, quoi. Il a des qualités de profondeur et de percussion. Et là, dans ce Ah, il nous a mis registre-là, je l'ai un pas but trouvé l'autre jour. intéressant.
T'as vu ce but magnifique qu'il a marqué là des 50 mètres, c'était vraiment incroyable. Il est capable de faire des trucs incroyables, Di Marco. Moi j'admire ce joueur que Mm. je connaissais assez peu jusqu'il y a 2 ans. Et c'est vrai que là il a explosé avec son club. Et ça a beau être l'Inter, c'est le club ennemi, bah, il n'empêche que moi il m'épate. On va quand même donner un peu la parole à Roland, puis on viendra tranquillement au mot de la fin par la suite. Roland, sur les joueurs peut-être, ou en réaction à ce que vient de dire Gali, qu'aurais-tu à ajouter? Oui, sur Di Marco, effectivement, il faut prendre en compte aussi que dans son club, il joue dans un 3-5-2 et en équipe nationale, il joue dans ce 4-3-3 qui, en plus, avec les consignes de Spalletti, je pense, n'est pas forcément bien fait pour lui. Et d'autant plus que devant, Chiesa est un joueur, disons, encombrant dans le sens où Chiesa, il est partout tout le temps, à fond. Et je pense que c'est un peu compliqué pour Di Marco, par exemple, de se positionner, alors qu'à l'Inter, par exemple, il est complètement libre sur l'intégralité du couloir. Donc c'est un jeu différent. Mais quand on parlait aussi des aspects plutôt disons, de ce qui n'a pas changé ces dernières années, du fait qu'on n'a pas progressé et qu'il n'y a pas de progression en vue, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que Mancini soit parti entre guillemets, du jour au lendemain, en plein pendant cette campagne de qualification. C'est sûr que si, au lendemain de l'échec contre la Macédoine du Nord, la fédération avait peut-être pris le taureau par les cornes en disant, bon, bah, Mancini, merci pour l'Euro, mais on repart sur un cycle complet, ça aurait été différent. Au moins, ça aurait permis d'avoir un sélectionneur qui travaille sur d'un terme un peu plus long. Et en l'occurrence, là, on s'est retrouvé avec Mancini qui s'est barré du jour au lendemain pour aller prendre l'Arabie Saoudite. C'est ce qui est en train de mal se passer pour lui d'ailleurs. Donc, c'est toujours un peu rigolo, si on peut le voir sous cet angle-là. Mais il y a ce problème-là, sans compter le vivier. Enfin, comment est-ce qu'on Oui, peut se retrouver et à oui. jouer un match comme celui-ci avec Fratesi qui effectivement n'est pas titulaire à l'Inter, malgré toutes les qualités qu'il peut avoir, avec Raspadori qui n'est pas titulaire À Naples, au Napoli, Zaniolo qui joue à West Ham. je vais dire West Ham, non, c'est Aston Villa maintenant. Aston Villa, je confonds. Euh, on a, euh, on a aussi, enfin, Acerbi, j'aime beaucoup ce qu'il fait à l'Inter, mais même chose, c'est quelqu'un qui joue dans une défense à 3. Là, ce soir, il a tiré la charrette dès que ça a accéléré un peu. Il commence à avoir son âge. Ça n'a jamais été un grand joueur, même si c'est un bon joueur de Serie A. Buongiorno, que j'aime beaucoup aussi, qui est relativement jeune, mais qui a une expérience internationale zéro et qui joue au Torino, qui se retrouve titulaire dans un match comme celui-ci. Bon, à part peut-être Di Marco qui joue avec des champions depuis 2 ans, Di Lorenzo qui est avec les champions d'Italie, et puis Chiesa qui est le seul joueur un peu talentueux de cette équipe. Barella qui déçoit sans cesse en équipe d'Italie, Jorginho qui revient, on ne sait pas Tonali qui est trop comment, absent pour les raisons qu'on sait, Tonali bref, je qui est ne peux pas en responsable de parler son parce que sort. voilà, exactement. Finalement, ouais, c'est compliqué. Donnarumma, il a fait ce qu'il avait à faire, mais il est quand même pas loin de nous planter à l'heure de jeu, avec ce défaut qu'il a d'être toujours collé à sa ligne et de pas savoir faire une sortie correcte alors qu'il fait 1,99 m. Bon, c'est quand même compliqué et je pense que Spalletti, il fait un peu avec ce qu'il a. Et ce qu'il a, c'est pas glorieux, d'autant plus quand tu as potentiellement un de tes meilleurs joueurs qui est Tonali, qui s'est flingué pour les raisons que l'on connaît. Le vivier n'aide pas et Mais après, finalement on Roland, on en passe, revient toujours à l'éternelle question. Je suis désolé de te bien couper, mais sûr, on regarde les U20 et les U19, vice-champions du monde et champions d'Europe en titre, d'accord, dans leur catégorie, et regarde combien de ces joueurs-là sont titulaires en club. Et ça, c'est bien sûr, l'éternel problème de l'Italie. L'Inter fait jouer des Italiens, c'est vrai, il y en a 5 ou 6 titulaires régulièrement. À la Juve, j'ai vu qu'il arrivait également qu'il y en ait 6 titulaires. Le Milan, rien du tout. La plupart des autres clubs, rien du tout. Et c'est vrai que c'est bien regrettable, sûr, et le vivier dépend un peu de ça aussi, quoi. bien évidemment. Mais dans le même registre, et le poste de numéro 9 ou d'attaquant de pointe, comme on veut, est quand même emblématique de ces problématiques-là. Ouais. Parce que entre Raspadori et Scamacca, l'entrée de Scamacca est quand même globalement cataclysmique. Et c'est un joueur qui a finalement largement plus de tatouages que de buts en Serie A. Donc, enfin, c'est quand même assez effrayant qu'on en soit là à dire oui, Scamacca il va percer, il va percer, il va percer. Mais Scamacca, il a quel âge? Il a déjà 24 ans.
Fratesi, il a déjà 24 ans. Euh, Ne comparons pas forcément l'incomparable, mais je ne sais pas si vous avez vu que l'équipe de France a sorti son plus jeune titulaire, certes dans un match contre Gibraltar, mais son plus jeune titulaire depuis 1914, c'est un mec de 17 ans qui est titulaire au PSG, Mhm. Zaïre Emery. Enfin, c'est quand même assez édifiant qu'on soit là en train de se dire, bon, bah, Fratesi, 24 ans, pourquoi pas. Scamacca, on va voir, il va percer, il a déjà 24 ans. Raspadori, c'est le même registre. Politano, pardon, ça doit être Ah bah il a 30 ans lui. 27, 28, 29, je sais pas. Donc, enfin, bon, c'est quand même pas rassurant. Il y a une qualif, on est content, mais où est-ce que ça va aller, quoi? Bon, bah on va se demander, peut-être pour le mot de la fin, à moins que vous ayez d'autres sujets à aborder, Gali, ce que l'Italie pourrait faire à l'Euro, ce que l'Italie doit viser à l'Euro, l'Italie qui est tenante du Alors, titre, hein, devons-nous le rappeler. Quelle est ton opinion sur la question? Puis bien évidemment, je rappelle, hein, le mot de la fin c'est très libre, donc tu parles de ce qui te plaît. alors, mon opinion de la fin sur la qualif, sur c'est ce qu'il faut, moi, je pense, hein, c'est qu'il déjà il faut pas tirer de conclusion parce que c'était important de se qualifier. On est qualifié. Euh, L'Euro, c'est une autre compétition. Tous, voilà. Ce que je veux dire, c'est que des fois, on a des idées négatives parce que forcément, c'est poussif, c'est qualif, ça fait 2 ans qu'on vient d'en faire, etc., etc. Mais l'Euro, c'est autre chose. Ce sera une autre compétition. Et puis je Ce sais pas sera si une autre l'équipe équipe. actuelle est moins forte que celle de Mancini. Alors il y avait encore Chiellini, d'accord, mais enfin, honnêtement, si je Non, regarde mais ligne par ligne, c'était pas nettement meilleur, hein. tu veux dire l'équipe. L'équipe qui est championne d'Europe en titre, j'ai pas Oui, l'impression, ben, faudra que je regarde la liste, mais enfin, je suis pas c'est ça. certain que l'équipe actuelle C'est soit ça. inférieure sur le papier. Voilà. C'est ce Après, que il y a je veux l'esprit dire, de c'est que groupe qui peut jouer. voilà. En fait, moi, j'ai toujours dit ça, c'est que et surtout quand on s'appelle l'Italie, il y a vraiment, c'est vraiment deux. C'est ce que je me tue à expliquer à mon fils quelquefois qui a lui vécu sa première compétition en regardant l'Italie championne d'Europe. Et après, il a eu un décalage parce que le petit, il n'a pas compris pourquoi on pouvait être aussi bon et aussi nul d'un coup comme ça. Donc, il a vécu toutes les émotions. Et là, Et tu as fait parler ton expérience, ta longue expérience des bah oui, compétitions ratées par l'Italie. bah oui, c'est ce que je lui explique. Je lui ai dit qu'attention, je lui ai dit, Mathia, ce que tu vois là, c'est pas la réalité de demain. C'est-à-dire que après, voilà, il va y avoir l'Euro. Dans un championnat d'Europe ou même dans une Coupe du Monde, il y a un groupe de 23 ou 24 joueurs, je sais plus, ou 25, je Je sais crois que c'est plus le 25. nombre. Voilà, il y a une préparation physique, il y a une préparation mentale, il y a des tas de paramètres, il y a des groupes, il y a la chance, il y a la forme du moment, tu La peux pas VAR. savoir. Aussi bien, ouais, aussi bien cette Italie-là, on ne sait pas. Il peut se passer plein de choses. L'Euro, même nous, c'est impossible à prédire. Aujourd'hui, on voit l'équipe de France très au-dessus, mais ça ne veut pas dire que pendant le championnat d'Europe, elle sera au-dessus. Ça ne veut pas dire que l'Espagne ne sera pas plus forte que l'équipe de France. Ça veut pas dire, on ne peut pas savoir. Il y a trop Bah, d'interrogations, la il y a France trop s'est fait de. sortir par la Suisse au dernier Euro, hein. Ouais, Et ça, c'est comme tu as dit, c'est dernier un peu Euro. l'expérience qui parle, puisque c'est. Après, des fois, oui, il y a des compétitions où vraiment le favori ou les favoris crèvent l'écran, ils vont jusqu'au bout, mais ça, malgré tout, ça reste très très rare dans le foot. Et aujourd'hui, je peux pas savoir. Tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'on a un nouveau sélectionneur et que, Et que comme Chiesa se vous blesse l'avez. pas. Que Chiesa ne se blesse surtout Alors, pas. Ce serait vraiment. Parce que ça, la par Juve ne contre, joue pas de Coupe d'Europe, c'est déjà ça. Hein, parce ouais. qu'il est capable de se blesser un mois avant l'Euro, et puis alors là, laisse tomber. Oui, voilà. Par contre, ce qui est évident et ce qui est criant, c'est qu'aujourd'hui, Chiesa, c'est un peu notre Mbappé, hein. C'est Alors, notre oui, joueur clé. j'irai pas, j'adore Chiesa, hein, mais j'irai quand même pas jusqu'à le comparer à Mbappé, mais c'est sûr que c'est son importance pour la nationale et Non, au moins aussi, voilà, 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 dans son sur le importance pour principe, ouais. l'équipe, c'est le seul joueur qui ressemble un peu à. En fait, Chiesa, c'est simple par rapport à comment on veut jouer, c'est-à-dire en 4-3-3, en 4-3-3. Voilà, un peu à la mode aujourd'hui. Moi, je préférais jouer en 3-5-2, 3-5-2 personnellement par rapport au matos qu'on a. Pourquoi? Parce que Chiesa, c'est le seul joueur moderne. Voilà, on s'obstine à vouloir jouer en 4-3-3, mais aujourd'hui, dans le foot moderne, ben, quand tu joues en 4-3-3, ben, il te faut forcément créer le déséquilibre par quoi? Par du dribble,
par quelqu'un qui vive sur le côté, qui a pas peur du 1 contre 1, qui va réussir ses petits crochets, ses centres, et qui est quelqu'un qui a beaucoup de volume de jeu. Aujourd'hui, Chiesa, pour moi, de ce que je vois, c'est le seul joueur qui est dans ce profil-là. Voilà. Et même un joueur comme Politano qui peut l'avoir peut-être par intermittence, ça reste un C'est pas le bon même physique, joueur. hein. Voilà, mais c'est pas le type de joueur qui va t'éclater le match. Et aujourd'hui, ben voilà, si on doit jouer en 4-3-3, ben alors il fut un temps, on avait Insigne sur le côté gauche qui Ah ouais, apportait parle pas de cette touche malheur. technique. Oui, d'accord, mais enfin, Ouais, on a mais des mauvais souvenirs d'Insigne, hein. ouais, mais il a porté sur Ouais. En la 2016 peut-être, ouais. conservation, voilà, il a apporté quelque chose. Aujourd'hui, on n'a que Chiesa, un joueur offensif. Et ben pour l'Euro, voilà, moi j'espère juste que on arrivera à créer. En fait, je sais même plus sincèrement si c'est la qualité qui nous manque ou si c'est le jeu qui ne met. En fait, il y a deux choses. Certes, on manque de qualité offensive. On est maladroit, on sent que c'est pas du haut niveau, les joueurs qu'on peut proposer comme Scamacca et Raspadori. Mais après, je me demande aussi si c'est pas aussi lié à notre inefficacité dans le jeu direct. C'est-à-dire, en fait, quand tu regardes l'Italie jouer, ça conserve énormément, mais c'est pas efficace. C'est pas efficace. C'est-à-dire qu'il Bah, c'est n'y a prévisible pas de surtout. jeu. À part Chiesa qui Voilà, réussit à déséquilibrer, à apporter de la pugnacité et puis de la percussion, c'est c'est vrai que ça, les autres c'est ça joue trop beaucoup au prévisible. ralenti. Et on a toujours dit que les clubs italiens en Coupe d'Europe, même si l'Inter elle a été en finale perdu de peu d'ailleurs hein, à cause de Lukaku, avec 5 Italiens titulaires, je le rappellerai jamais assez contre City. Eh bien, l'Italie souvent c'est balle arrêtée, le rythme n'est pas assez élevé et on n'arrive pas à Ben, mettre c'est de ça. l'intensité. Et c'est vrai que Chiesa c'est le seul, il faut dire les choses, hein, qui soit capable Bah de oui, mettre de c'est le seul. l'intensité dans cette équipe et de rivaliser avec des défenseurs anglais par exemple. Donc j'espère que d'ici l'Euro il y aura une révélation, que Zaniolo va hausser son niveau de jeu, mais pour l'instant on n'y est pas, hein. Bah c'est ça, c'est comme tu as très bien résumé, c'est le rythme, parce qu'il y a certes, on n'a pas de grand attaquant, etc., on n'a pas de numéro 9, mais aujourd'hui, les autres nations, il n'y en a pas beaucoup des grands numéros 9, hein. Regardez dans les autres équipes, mais voilà, il y a autre chose, il y a autre chose, ça joue plus simple et plus vite. Nous, ça joue très simple et très lentement, en Ouais, fait. Voilà, ouais, ouais, c'est il faut facile à lire. jouer. Eh oui, il faut jouer simple, aller droit au but et vite. Et nous, ça, on ne sait pas le faire. C'est inefficace, c'est facile à lire. Aujourd'hui, une équipe d'Ukraine, certes, on a eu des occasions, on les a dominées, mais l'Ukraine, c'est pas fou, les gars. C'est pas fou, fou, fou. On n'arrive pas à marquer un but parce que, Hmm. mine de rien, ils ont réussi à nous lire. Voilà, Par contre, ils Gali, il va peut-être ont falloir laissé qu'on aille se passer coucher. l'orage. Donc, Ouais, je sais que sur l'Italie, tu es intarissable, et tant mieux d'ailleurs. On sera très heureux de te retrouver voilà. pendant l'Euro. On fera une émission spéciale, bien sûr, hein, juste avant l'Euro, pour présenter le groupe italien, essayer de dessiner une équipe type et parler plus précisément des ambitions à l'approche de la compétition. On aura une vision un peu plus complète sur les états de forme, sur les joueurs évidemment qui seront absents pour blessure, même si on le souhaite pas, vu le vivier pas très reluisant, comme le disait Roland. Mais je vais donner la parole à Roland donc pour son mot de la fin, et puis on va clore l'émission. Vas-y, Roland. Pour revenir à la question originelle, plutôt sur qu'espérer à l'Euro pour l'Italie, bah, je pense qu'effectivement on verra, parce que si on nous avait parlé de ce même sujet avant l'Euro 2020, on n'aurait jamais pu penser à une victoire finale, ou ne serait-ce que la moitié du parcours qui a été fait par l'Italie sur cette compétition-là. Donc on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Mais on parlait de la difficulté aussi pour Spalletti de prendre la suite, mais j'ai presque envie de dire à Spalletti, mais soyons pragmatiques et fonctionnons sur les systèmes qui marchent ou qui sont déjà en place en club. C'est-à-dire que peut-être qu'il serait temps d'envisager un 3-5-2 avec Di Marco, avec Acerbi, Bastoni et Darmian et Barella qui jouent ensemble à l'Inter. Ça en fait Ouais. déjà 5 qui ont l'habitude de jouer sur un système comme ça. Et Chiesa en pointe, c'est Euh, ça? il y a, j'allais y venir effectivement, la Juve, alors plus ou moins avec perte et réussite, mais en tout cas en ce moment ça leur réussit pas mal. Joue aussi avec un 3-5-2, avec un duo Keane-Chiesa devant, qui n'est pas spécialement un joueur que je porte dans mon cœur, mais qui a, je pense, cette vision un peu plus moderne du foot dont vous parliez à l'instant, ou en tout cas un profil plus moderne pour ce foot-là. Derrière, bah, on fait sur les postes manquants, donc trois au milieu de terrain, bah, on se Locatelli, débrouille, on fait comme on Miretti, peut. ouais.
voilà. Mais en construisant autour de quelque chose peut-être autour de ce socle de l'Inter et de la Juve. Et je pense que ça permet déjà de. Alors, c'est pas les mêmes interprètes sur les autres postes, mais au moins ça permet déjà de construire sur un socle commun, parce que on ne pourra pas révolutionner l'Italie d'ici le mois de juin. On ne pourra pas révolutionner le vivier d'ici le mois de juin. Mais voilà, il y a quelques petits points comme ça sur lesquels je pense on peut construire sur du très court terme. Mais je regardais encore la liste des joueurs convoqués pour cette parenthèse internationale. Et on voit encore des noms comme Bonaventura, qui est un joueur que j'adore évidemment. Mais quand on voit encore Bonaventura et El Shaarawy parmi les convoqués, bah, c'est bien que le problème est sérieux et profond en tout cas. Ah oui, mais Bonaventura, paraît-il, fait encore une excellente saison et a été très bon récemment, y compris avec l'Italie. Moi, ce joueur-là m'épate. Moi, quand il est parti du Milan, on me disait il est fini, ça sert plus à rien de le garder, etc. Ça fait un petit moment Bien qu'il nous sûr, a quittés maintenant, hein. Et finalement, il sort parmi ses meilleures saisons ces 2 dernières années. Donc moi, je suis épaté par ce joueur et comme tu dis, on l'apprécie. Mais ça, effectivement, tu as raison, ça reflète le problème du vivier parce que Bonaventura a son âge, il a l'âge de ses artères et on aurait dû il a renouveler tout ça il 35 y a ans, je longtemps. crois. Il a 35 ans, Bonaventura, et même Incroyable. si effectivement il est très bon à la Fiorentina, et d'ailleurs je crois qu'il est régulièrement capitaine. Il a fait une finale de Coupe d'Europe l'an dernier. Euh, enfin, dans n'importe quelle sélection historique ou qui est importante comme doit être l'Italie, ce joueur-là, malheureusement, Ouais. il n'a plus à être là. Il n'a pas été titulaire contre la Macédoine au match décisif d'avant. Voilà. Bon, Ah, mais c'est vrai, on c'est pourrait vrai. en parler pendant des heures de ces considérations sur le vivier, mais voilà. Construisons sur des choses pragmatiques qui sont déjà en application dans certains clubs. Je pense qu'on pourra, en tout cas pour Spalletti, avoir un peu de matière présentable pour le mois de juin. Eh ben, je reconnais bien là ton côté rationnel. Nous, on se retrouvera à la trêve pour le bilan de mi-saison milaniste. Oui, parce que nous reparlerons du Milan cette année. Bien sûr, Casa Milan ne se contente pas de parler de l'Italie, même si je vous le cache pas, on a hâte à l'Euro. On a souvent dit Roland en tête, vivement l'Euro lorsque démarraient les saisons milanistes. Et je crois qu'on va le redire maintenant qu'on vient de se qualifier. Donc bonne semaine à tous et bonne fête de fin d'année, bien sûr. Rendez-vous à la trêve. Salut! Ciao. Salut.